merci de m'avoir invité à ce colloque. Je suis très impressionnée de parler après d'aussi grands spécialistes. En introduction, je vais d'ailleurs rappeler quelques éléments qui ont été bien développés hier, à savoir qu'entre 1915 et 1918, le rôle principal sur mer est moins donné aux cuirassés qu'aux cargos, dont les missions d'approvisionnement et de ravitaillement sont primordiales. Non seulement les transports maritimes se sont considérablement développés dans les décennies précédentes, entraînant de fait le développement des constructions navales, mais l'expansion de l'industrialisation exige l'arrivée de matières premières, souvent importées d'outre-mer. Ces nécessités modifient les conditions de la guerre navale. Renonçant à disputer aux Alliés la maîtrise des mers, l'Allemagne répond au blocus de surface que lui imposent les Alliés par un blocus par un blocus sous-marin s'attaquant aux approvisionnements et au transport de troupes. Les sous-marins allemands, cuirassés, armés de pièces à longue portée et pourvus de scies, alors ça on n'en a pas du tout parlé, de scies contre l'étreinte des filets foisonnent dans la mer du Nord. Est-ce que, il y aura peut-être une question qui sera posée là-dessus, on n'a pas parlé de cet équipement des bateaux. Donc, alors la mer du Nord, l'océan Atlantique et la Méditerranée. Donc la mobilisation, elle a privé la marine marchande d'une partie de ses effectifs, les plus jeunes et peut-être les mieux formés. Les compagnies ne disposent plus que de la moitié des capitaines au long cours et des officiers mécaniciens. Devant la multiplication des attaques de navires de commerce par les sous-marins allemands, qui causent d'importantes pertes en vies humaines et en matériel, et restreignent le ravitaillement en nourriture, il faut trouver une parade. D'autant qu'à partir de 1917, on en a parlé, l'Allemagne décrète la guerre sous-marine sans restriction. En janvier de cette année 1917, 52 navires français sont coulés, 39 en février, 66 en mars. Les Britanniques connaissent des pertes dans les mêmes proportions. D'abord, on décide d'organiser les convois, accompagnés de patrouilleurs en plus grand nombre. Devant la multiplicité des cibles qui s'offrent à lui, le sous-marin allemand doit en choisir une. Le navire sinistré est sans doute plus rapidement secouru s'il est accompagné d'autres bateaux. Et puis de nouveaux matériels se développent, comme la grenade anti-sous-marine et le détecteur acoustique. Les bâtiments de commerce, eux, vont recevoir un armement composé de pièces d'artillerie servies par des marins canonniers qui accompagnent les équipages civils. En septembre 1916, le ministre français de la Marine a passé une importante commande d'hydravions destinés à patrouiller les approches maritimes du territoire et les théâtres d'opérations extérieures. Il complète l'action des ballons captifs, se généralise des dirigeables et des avions d'observation. Les postes de TSF qui équipent les grands paquebots se généralisent sur les navires de commerce de plus de 1500 tonnes, mais on manque de radiotélégraphistes et les écoles sont rapidement créées pour former le personnel nécessaire. Donc là, je ne fais que rappeler des choses qui ont été évoquées hier. Alors, avec ce premier document, nous pouvons voir un duo qui est établi entre un patrouilleur et un hydravion. Alors, le problème qui leur manque, c'est la relation. Il n'y a pas de TSF, il n'y a pas de moyen de communication entre eux, donc ils doivent communiquer en se rapprochant l'un de l'autre. On va très rapidement, je vais peut-être un peu laisser mon papier, on va très rapidement avoir l'idée de peindre les coques des bateaux en jouant sur des contrastes de couleurs claires et foncées, de telle sorte que on gêne on gêne vraiment la vision que l'on peut avoir du bâtiment qui est recouvert d'une peinture qui finalement déstructure un petit peu l'ensemble de son support. Alors, vous avez ici sous les yeux une aquarelle de André Frey, qui lui n'a pas du tout été au camouflage, mais au cours d'une permission, il a pu se rendre dans un port français
de la côte atlantique où il a pu peindre cette aquarelle, où on voit très bien comment cette méthode de peinture fait que l'on ne sait plus très bien comment est composé le navire. Est-ce qu'il y a deux bateaux qui se suivent ou l'un qui est derrière l'autre? C'est un petit peu ce qui a intéressé cet artiste et que le camouflage va développer. Ici, c'est une œuvre de René Pinard qui fait partie de cette série dont il y a un exemplaire conservé au musée de Meaux. René Pinard est un artiste qui a pu répondre à des missions aux armées. Il a participé à 2 missions aux armées, dont la seule mission maritime. Et il n'était pas au camouflage, mais il a peint ces bateaux qu'il a vus déjà recouverts de ces peintures. Vous voyez ici dans le port de Saint-Nazaire. Et quand vous regardez le bateau qui est en bas, la façon dont la peinture est mise sur la coque du bateau fait qu'il y a une espèce de distorsion qu'on ne comprend pas très bien comment est la coque à l'avant du bateau, puisque l'arrière est sur notre droite. On a l'impression qu'il est tordu. En haut, vous avez aussi ces peintures qui sont appliquées de façon un peu surprenante, des tons bleus, verts, blancs, qui sont assez surprenants. Alors, en fait, ce principe, je vous l'ai expliqué, vise à gêner la compréhension du bâtiment qu'on a sous les yeux. Et effectivement, alors, ici, il s'agit d'une petite gouache de André Hellé qui faisait des gouaches tous les jours pour évoquer un événement important de la guerre. Là, il évoque la bataille du Jutland. Après discussion avec les intervenants d'hier, il semble que ce soit un peu une vue de l'esprit parce qu'il n'y avait pas encore de camouflage sur le code des bateaux. Et je me suis posé la question aussi, puisque c'est une des techniques qu'on a pu utiliser, je me suis posé la question de savoir à quoi correspondaient toutes ces fumées. Est-ce que ce sont les fumées du combat ou est-ce que ce sont des brouillards artificiels qui permettent de s'échapper à la vue de l'ennemi? Ce que montre ici l'artiste Sandy Hook. Voyez, c'est une manière d'échapper à l'observation également, en se dissimulant sous ces brouillards. Donc l'idée, c'est on va le voir avec cet artiste, Pierre Gatier. Donc vous avez le portrait ici, juste après la guerre. L'idée, c'est de peindre les bateaux, d'une part, que ce soit les navires de guerre ou les navires marchands, de telle sorte que l'on déplace le centre de gravité du bateau en reportant l'intérêt sur un endroit qu'on a peint de couleur claire et sombre en opposition. Et on va provoquer aussi, à l'aide d'ajouts d'éléments, on va provoquer un changement de la silhouette des bateaux. C'est ce qu'on verra dans l'atelier et qu'on a déjà vu ceux qui sont passés à l'atelier avec moi ce matin. On va donc rajouter des cheminées, on va dissimuler les véritables cheminées sous des espèces de coffres et on va de cette façon modifier totalement la silhouette du bateau que l'ennemi va perdre du temps à essayer de comprendre. Donc ce Pierre Gatier, il est originaire de Toulon, il a dans sa famille déjà un père et un grand-père qui ont été capitaines de vaisseau. Et cet artiste, Pierre Gatier, est l'un des 3 artistes, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup plus, qui ont mis au point le camouflage maritime du côté français. Au début de la guerre, d'abord avant la guerre, il est peintre, illustrateur et graveur. Et voilà, encore un autre portrait de lui. Et il a beaucoup travaillé en tant que graveur sur les effets de la superposition des couleurs. Il a même d'ailleurs, avant la guerre, préparé un ouvrage qui n'a jamais été publié, où il avait prévu de mettre toutes ces illustrations, vous voyez, où il travaille sur la déclinaison à partir des couleurs primaires, des tons secondaires et de tous les effets que l'on peut obtenir avec la superposition des couleurs,
mais c'était évidemment à l'usage des graveurs. Au début de la guerre, il est mobilisé dans le secteur d'où il est originaire, dans l'artillerie de forteresse côtière, qui relève de la compétence du ministère de la Guerre. Et il assiste en 1915 au désarmement des batteries de côte qui doivent constituer la LVF, c'est-à-dire l'artillerie lourde sur voie ferrée. Au printemps 1916, il saisit une occasion de passer dans la marine, avec le grade de commissaire auxiliaire de 3e classe, qui va lui permettre d'aborder les problèmes de camouflage. Alors, il est affecté à la zone des armées du Nord, à Boulogne-sur-Mer, et là, il a l'opportunité de monter à bord d'un sous-marin qui est commandé par son ami Paul Legge. Et là, depuis ce sous-marin, il va observer par le périscope la surface mouvante de la mer et des navires qui se découpent sur l'horizon. Et il dit que pour lui, ça a été une vision inoubliable et qui va complètement inspirer ses recherches. Alors, les circonstances stratégiques de la guerre sur mer et le fait qu'il a été affecté à la section de camouflage de Rochefort au début de 1917 vont mobiliser toute son énergie. Alors, il raconte dans ses notes qui sont conservées ici au musée de Meaux, quelque chose que nous savons tous maintenant depuis hier, à savoir qu'en 1916, la guerre sous-marine faisait rage. Les convois maritimes étaient la cible préférée des U-boats de la marine allemande. Les flottes de commerce alliées fondaient à vue d'œil, à tel point que le ravitaillement de l'Angleterre se trouvait menacé, ainsi que son moral. Donc les compagnies maritimes anglaises, elles aussi, vont réfléchir de leur côté à ce qu'elles pourraient faire. Et elles vont installer un petit groupe d'artistes, une vingtaine environ, qui vont à la Burlington House, le siège de la Royal Academy of Art de Londres, vont réfléchir à tous ces problèmes. Tandis que Pierre Gatier, lui, il réfléchit à l'atelier de Rochefort. Et sur cette photo, vous l'avez repéré là au fond à gauche, debout, il est, vous voyez, devant une étagère sur laquelle sont posées des petites maquettes de navires sur lesquels on a peint des propositions de camouflage. On voit aussi des femmes qui travaillent, qui sont là pour soit peindre les maquettes, ce qui est le cas ici, soit dans l'atelier de Paris, que l'on va voir très vite, peindre les propositions, donc à une échelle beaucoup plus grande, sur des documents sur papier qu'on va rouler et envoyer dans les arsenaux pour effectuer les peintures sur les bateaux. Donc lui, il réfléchit à tout ça à l'atelier de Rochefort. Et il va avoir connaissance de ce qui se passe en Angleterre. Et donc en avril 1917, alors que les Anglais de leur côté ont recruté 2 peintres, Cecil King et Norman Wilkinson, les réflexions ont déjà pas mal avancé. Et ils ont mis au point une technique de peinture donc qui vise à la même chose, c'est-à-dire la déstructuration visuelle pour tromper l'ennemi. Et ils ont appelé ça la dazzle painting, ce qui veut dire littéralement peinture éblouissante. Alors, des essais sont faits qui sont concluants, et comme les Français en sont informés, on va envoyer Pierre Gatier à Londres en septembre 1917 pour s'instruire des techniques que les Anglais emploient pour leurs navires de commerce. Et donc, sur ce modèle, Pierre Gatier va mettre au point, dans l'atelier de Rochefort, une installation qui est composée d'une table sur laquelle on peut faire bouger, donc manœuvrer les petites maquettes de bateaux peintes, que l'on va regarder à l'aide d'un périscope, ou en tout cas d'un appareil d'observation qui donne la vision que l'on a à travers un périscope, et le tout se présentant sur le fond, sur un fond de mur qui évoque la mer et le ciel, donc un paysage maritime. Et on va, avec le périscope, regarder l'effet que l'on a de l'efficacité du camouflage que l'on propose. C'est donc ce plan que nous avons là sous les yeux. Peu de temps après, il va quitter, après avoir vu ce qui se faisait dans les ateliers en Angleterre,
il va quitter l'atelier de Rochefort pour se rendre à l'atelier du camouflage maritime à Paris. Donc la structure de l'organisation est la même en Angleterre et en France, c'est-à-dire qu'on va avoir un atelier de réflexion et d'expérience avec ces petites maquettes qui se situe dans la capitale, à Londres pour les Anglais, à Paris pour les Français. Et à partir de ça, ces ateliers vont recevoir des commandes, je vais y arriver, et vont faire des propositions qui seront ensuite envoyées dans les arsenaux où il y aura là des équipes de peintres, des peintres lambda. On n'a pas besoin spécialement d'artistes peintres pour peindre les bateaux, à partir du moment où ils ont le schéma que l'on doit reporter sur la coque des bateaux. Alors, à Paris, l'installation est au Jeu de Paume, au musée du Jeu de Paume, et donc Pierre Gatier nous a laissé un plan de la disposition des lieux. Au musée, hier, vous avez peut-être vu au cours de la visite cette petite maquette de bateau qui appartient au musée de Meaux, et comme toutes les autres maquettes, celle-ci est de Eugène Corbin. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cet artiste, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et donc, comme l'a fait Pierre Gatier, cette petite maquette est peinte sur les deux côtés, avec des propositions différentes. De ce côté-là, nous avons le camouflage d'automne, et de l'autre côté, le camouflage d'hiver. Je dois dire qu'un bateau peint de cette façon, naviguant sur la mer, peut effectivement être très difficile à détecter. D'autant qu'on n'a pas encore les appareils de détection qu'on aura au cours de la Seconde Guerre mondiale, on ne bénéficie pas encore du radar. Alors, Pierre Gatier, lui, nous a laissé cette petite maquette d'un chalutier boulonnais, vous voyez, qui a été armé de canons et qui subit également un camouflage. Et pour répondre à une question qui a été posée à l'atelier ce matin, le dessus, le pont, apparemment, devait aussi recevoir un camouflage. Alors, je ne sais pas si c'était utile pour la vision depuis le ciel, de la part d'avions qui auraient pu circuler dans le secteur, mais on n'en a pas du tout parlé. On a parlé de la présence des avions au-dessus des convois. Donc, une fois que l'observation avec ces petites maquettes à travers un périscope sur cette table d'expérience a donné ses preuves, on va pouvoir travailler plus spécifiquement en fonction des commandes qui sont passées. C'est-à-dire que les arsenaux vont dire, voilà, nous avons un cargo qui doit naviguer de tel endroit à tel endroit, il va donc passer par telle région, à telle saison, et voilà sa silhouette, et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Donc les artistes peintres que j'ai énumérés vont réfléchir à la façon dont on va pouvoir camoufler ces bateaux, modifier les silhouettes, et on va établir des plans comme celui que vous avez là, et on va renvoyer, on va garder un plan bien sûr à l'atelier, et on va renvoyer les autres exemplaires dans les ateliers qui vont réaliser les peintures des bateaux. Alors, l'intérêt de gêner la vision des sous-mariniers allemands, c'est que quand ils ne sont pas gênés par la vision d'un navire, hein, surtout quand ce sont des navires isolés, avant que l'on procède à ces camouflages et à ces navigations en convoi, le sous-marin sortait la tête de l'eau, il repérait le navire et hop, il envoyait la torpille. Il replongeait, il envoyait la torpille. Là, le sous-marin va devoir rester beaucoup plus longtemps à la surface. Et c'est là qu'est le danger pour lui, parce que, évidemment, s'il reste longtemps à la surface, pour essayer de comprendre ce qu'il a sous les yeux, il est repéré par le ou les navires qu'il essaie d'observer, et c'est peut-être lui qui va le torpiller, finalement. Alors, voilà d'autres projets pour ces camouflages de cargo. Ceux-là sont bien de la main de Pierre Gatier. Ici, nous avons un projet de maquillage et même de transformation d'un navire. En fait, on le verra tout à l'heure à l'atelier pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. La cheminée qui est au milieu de ce bateau est tout à fait factice, et les cheminées réelles ont été décamouflées sous des coffrages sur lesquels on a éventuellement rajouté des peintures. Pierre Gatier a, après la guerre, donc au mois de décembre 1918, rédigé ce rapport très important et assez rare,
qui se trouve conservé ici au musée de Meaux. Et il a aussi, probablement pour garder le souvenir de tout ce qu'il avait fait, en tout cas, apparemment en 1918, il a été dans le secteur de la Gironde et il a peint un certain nombre de gouaches qui nous montrent des camouflages divers de bateaux. Vous voyez un bateau ici qui soit longe les côtes, soit longe les rives d'une rivière, et ce bateau a un camouflage un petit peu inattendu qui rappelle plutôt le camouflage terrestre. Et je vais vous montrer qu'en Angleterre, on travaille tout à fait de la même façon. Voici une planche proposée par Norman Wilkinson. Alors, les Anglais, eux, ont une école de peinture avant la guerre, qui est un petit peu l'équivalent de ce que connaît la France avec le cubisme, mais les Anglais, eux, ont des artistes qui appartiennent à l'école vorticiste. Système de peinture qui est basé sur des répétitions de motifs géométriques. Et c'est à partir de ce principe que Norman Wilkinson, qui appartient à cette école, va proposer des camouflages de coques de bateau. Lui aussi réalise des petites maquettes comme celle que vous voyez là, et aussi sur la planche suivante, avec des zébrures, des ondulations et également des effets de damier. Et puis, c'est un document qui date de 1919, il va lui aussi, comme Pierre Gatier, réaliser un rapport dans lequel il va raconter et démontrer les expériences qu'ils avaient faites. Et là, on a une idée de ce que, effectivement, un artiste qui essaye d'étudier l'effet d'un camouflage sur une petite maquette peut voir dans un périscope. Alors là, il montre deux vues que l'on peut voir à l'aide d'un périscope d'un navire qui n'a pas été camouflé et le même navire après camouflage. Et aussi dissimulation de certaines parties de sa structure. En tout cas, modification. On arrive à des œuvres, si l'on peut dire, graphiques tout à fait étonnantes, des travaux, des résultats tout à fait surprenants. Wordsworth est aussi un de ces artistes vorticistes qui nous montre ces bateaux camouflés en cale sèche avec une véritable difficulté à voir la structure réelle du bâtiment. En bas de l'image, vous voyez des peintres qui sont en train de passer la peinture rouge et ils travaillent avec des espèces de pinceaux à long manche qui ressemblent tout à fait aux pinceaux qu'on utilisait dans les ateliers de décors de théâtre. Et les décorateurs de théâtre sont à l'origine du camouflage terrestre. Et ces techniques ont été employées, mais pour le camouflage terrestre, on travaillait sur des toiles qui étaient mises à plat sur le sol. Voilà, un autre artiste, le chef de file de l'école des Scottish Colorists, qui lui aussi participe à ces travaux et nous a laissé ce témoignage. Encore un autre témoignage de Campbell Taylor. Un autre exemple d'un navire, je ne sais pas si ça rend bien sur l'écran, moi je le vois bien ici, d'un navire qui a été camouflé, alors avec des tonalités tout à fait surprenantes, parce qu'il y a du bleu et du vert à droite, à l'avant, et puis il y a des tonalités rouges qui se mêlent à tout ça. Ça nous paraît très voyant, mais du coup l'effet est assez surprenant, parce qu'on ne sait pas si on a 1, 2, 3 ou 4 navires sous les yeux, dans la mesure où la structure générale du bâtiment est perdue. Alors, les Américains vont aussi, les Américains vont évidemment, à leur entrée en guerre, s'intéresser aussi au camouflage maritime, et Norman Wilkinson va naviguer sur le Léviathan. On en a parlé hier au cours de la visite, où dans une vitrine du musée, on peut voir un ticket pour monter sur le Léviathan. Et ce Léviathan va donc transporter Wilkinson aux États-Unis, où il va rencontrer l'artiste Frederick Vogue, qui lui va camoufler le Léviathan, comme vous le voyez sur cette photo. Alors, l'atelier américain de Frederick Vogue ressemble tout à fait à l'atelier français de Rochefort et également à l'atelier anglais.
et nous voyons Vogue qui est assis là au centre. Donc même principe, des peintres qui sont en train de peindre des petites maquettes qui sont ensuite disposées sur une étagère derrière. Et là, nous avons justement l'un de ces peintres qui examine au périscope l'effet produit par la peinture à partir d'une petite maquette sur le fond de la mer. Alors, on arrive à des camouflages, comme vous l'avez vu sur les maquettes proposées par Williamson, des camouflages faits à partir de damiers, de zigzags, d'effets de vagues, tout à fait étonnants. Encore celui-ci. Encore celui-ci. Là aussi, on ne sait plus très bien à quoi on a affaire. Je passe celui-ci qui est peut-être moins évident. Ce cargo Saint-Pierre, il a eu de la chance, il a traversé toute la guerre sans jamais être endommagé. Le Divona, oui, évidemment, les navires de Puteaux étaient particulièrement camouflés aussi. Voilà, encore un autre exemple qui appartient au Musée des Beaux-Arts de Reims. Et puis, un navire peint en damier, comme on l'a vu sur l'une des maquettes. Et je crois que j'ai fini mon diaporama. Alors, je vais peut-être redonner quelques éléments, parce qu'on s'est quand même posé la question de l'efficacité de ces camouflages et de ces transformations des silhouettes des bateaux, ce qui fait qu'on a procédé à une enquête, à la fois du côté français et du côté anglais, pour savoir ce qu'en pensaient les personnels qui avaient navigué sur des bateaux camouflés. Alors, du côté de la marine militaire, on n'était pas très convaincus de la nécessité de camoufler les bateaux, et malgré certains ordres qui avaient été donnés pour obliger vraiment à procéder à des camouflages, les militaires préféraient que leur navire soit peint dans la couleur grise uniforme que l'on a régulièrement. Mais en ce qui concerne la marine marchande, dans l'ensemble, les gens qui naviguaient sur ces bateaux se sont sentis en sécurité. Ils ont eu ce sentiment-là. Et il y a eu aussi un certain nombre de témoignages qui ont été réunis et qui prouvent que, en effet, finalement, les effets obtenus étaient très, très réussis et qu'on n'arrivait pas... Il y a un commandant qui dirigeait un convoi qui a cru à un moment que certains des bateaux du convoi partaient dans tous les sens. Et alors il est venu les rappeler à l'ordre, et puis il s'est rendu compte que non, ils suivaient bien la route, mais que la façon dont ils étaient peints, donc il avait sous les yeux le camouflage fait par son propre camp, il a eu cette impression que les bateaux divergeaient complètement de la ligne de navigation qui avait été donnée. Alors il y a quand même un témoignage que je voudrais vous retrouver, qui a été donné par un officier allemand d'un U-boat, qui a été très surpris parce qu'un jour il a observé un bateau, il avait des conditions d'observation qui étaient absolument parfaites, et il s'est laissé complètement avoir sur la nature du bateau. Voilà. Non, c'est pas sûr. Ah, voilà. Un capitaine allemand d'un U-boat a témoigné de sa surprise de s'être laissé berner par ce subterfuge lors d'une observation dans une situation de visibilité parfaite. Donc ça veut dire qu'effectivement, certains camouflages ont été tellement bien étudiés qu'ils pouvaient vraiment gêner l'appréhension par l'adversaire. Alors, je n'ai pas de conclusion particulière, sinon qu'en France en particulier, le camouflage maritime, enfin la section de camouflage maritime a été supprimée dès l'armistice, de même que le camouflage terrestre. Et que je ne sais pas si c'est par nécessité ou par commande, par nécessité personnelle ou par commande, que Pierre Gatier a rédigé son rapport. En tout cas, du côté anglais, c'est sûr, il y a eu des rapports qui ont été demandés sur l'efficacité de ces travaux. Voilà, je ne sais pas. Merci beaucoup.
Bon, merci Cécile pour cette communication. Moi, je retiendrai 4 points de cette communication extrêmement intéressante. D'abord, premier point, les questions techniques, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de casser les lignes. De casser les lignes et d'amener à la confusion avant-arrière, poupe-prou notamment. Bon, on retrouve ça, deuxième point, on retrouve ça bien entendu complètement à terre. On retrouve cela pour le camouflage des pièces d'artillerie et dès la naissance des chars, on les pense camouflés. Et à mon avis, pour les mêmes raisons que le bâtiment de guerre, c'est-à-dire qu'il s'agit de casser les formes. Et autre point, si vous voulez, casser les formes, pourquoi? Pour préserver, et là on revient à des logiques économiques, pour préserver des matériels extraordinairement coûteux. Hein, il s'agit de les économiser, donc de les rendre moins visibles. Et il y a une petite indication chiffrée qui me revient à l'esprit. Un obus de 400 mm, alors je sais bien que c'est un obusier terrestre, hein, 400 mm, c'est un obusier voie ferrée. Bon. Mais un obus de 400, et pour les obus de pièces de marine, on ne doit quand même pas être très loin, hein, c'est du 305, un obus de 400 mm, 3000 francs or de l'époque. 3000 francs or, vous voyez à peu près, ça fait 2 ans de salaire ouvrier de l'époque. Hein. Donc un coup d'obus, 2 ans de salaire ouvrier qui s'en vont. Donc il s'agit effectivement de préserver ces matériels. Et je crois qu'on a cette logique, aussi bien terrestre que maritime, de la préservation de matériel extrêmement coûteux. Et puis ce qui est passionnant dans ce que Cécile Coutin vient de nous dire, c'est le lien avec les écoles picturales, c'est-à-dire avec le civil, avec le monde du civil, avec, je vais peut-être caricaturer un petit peu, mais après tout on est dans le dessin, la ligne qui s'impose sur les bâtiments, sur les navires, et plutôt la tâche qui s'impose à terre. Hein, le camouflage terrestre est plutôt à base de tâches ou de points qu'à base de lignes. Alors que, effectivement, sur mer, il s'agit plutôt d'utiliser la ligne, on l'a vu avec quel talent et quelle imagination. Hein. Et puis, dernière remarque avant de passer à la table ronde, et là je parle sous la responsabilité du commandant Bazet, mais je pense que nous sommes là dans ce qu'on appellerait une sphère technique. C'est-à-dire le moment camouflage correspond à un moment de développement des techniques. Parce que le camouflage est rendu obsolète par le radar, en grande partie, hein, puisque désormais, même en camouflant vos bâtiments de guerre, eh bien, avec l'apparition du radar à l'extrême fin des années 30, et bien entendu c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va être le moment clé du développement du radar, vous avez beau peindre votre bâtiment de guerre comme vous le voyez, comme vous voulez, de toute façon le radar va le détecter. Donc on est bien en 1914-18 dans un moment, dans une sphère technique qui rend le camouflage intéressant et efficace à l'époque. Alors, le camouflage est toujours efficace, bien entendu, à terre. Les Allemands passant maîtres dans les années qui vont suivre, dès la Première Guerre, mais surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, les rois du camouflage sont les Allemands. Voilà, c'est impressionnant ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, regardez un sniper en opération en Afghanistan il n'y a pas si longtemps. Regardez ce qu'on appelle un heavy sniper, c'est-à-dire un tireur d'élite lourd qui tire avec un fusil utilisant la munition 12-7 de la mitrailleuse. Il vous dézingue un taliban à 2000 mètres, mais il est absolument camouflé de manière ahurissante. Hein, bon. Donc on a effectivement un lien qui a été fort bien mis en lumière, je trouve, par Cécile, un lien entre l'art dans le civil, pointillisme, le tachisme, etc., et puis des techniques guerrières qui correspondent à un moment déterminant du développement des techniques, et je crois que c'est tout à fait passionnant. Merci. Pour le camouflage sur Terre, on recrute spécialement des décorateurs de théâtre qui savent faire du trompe-l'œil et peindre sur des grandes surfaces et qui sont les premiers à réfléchir à
ce problème de dissimulation. Alors, comme j'ai eu un entretien tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit à la salle ou en particulier dans l'enregistrement, à savoir que le camouflage est devenu quelque chose d'indispensable pendant la Première Guerre mondiale pour deux raisons essentielles. C'est qu'on va s'installer dans une guerre de position qui fait qu'on va rester longtemps sur place et que ça vaut le coup de s'installer, je dirais pas confortablement parce que c'était pas du tout confortable, mais de s'installer de telle sorte qu'on se dissimule aux yeux de l'ennemi. Et d'autre part, le développement de l'aviation qui fait que tout d'un coup, on a une vision verticale de la guerre, ce qui est complètement nouveau. Voilà, et on se camoufle parce qu'il faut se cacher aux yeux de l'ennemi, il faut pouvoir l'observer, il faut le tromper. Ce sont les trois objectifs du camouflage. Et on va recruter, donc, je disais, des décorateurs de théâtre, bon, un peu toutes les écoles de peinture, mais aussi Guirand Cébola, l'artiste très mondain et très classique et très traditionnel, qui est professeur à l'école des Beaux-Arts et qui devient le chef de la section de camouflage, il va réfléchir. Bon, il est très contrariant sur beaucoup de domaines, mais il a quand même l'idée que les cubistes pourraient bien être très utiles dans les sections de camouflage en raison de leur façon de déstructurer les objets, dans leur façon de peindre. Et il obtiendra de l'armée de pouvoir avoir auprès de lui quelques artistes cubistes. Ce serait un peu à l'arraché parce que les cubistes avant la guerre n'étaient pas très bien vus et on considérait qu'ils faisaient de l'art boche. Commandant ? Oui, je voudrais rajouter une petite précision, mais qui est, m'excusez, je vais me tourner vers la salle, c'est quand même plus normal, qui est très importante. Ça ne contredit absolument pas ce qui a été dit avant, c'est une précision. L'utilisation du camouflage, à mon avis, dès la Première Guerre mondiale, a été amenée par l'utilisation de cette arme redoutable qui s'appelle la torpille. Alors, quel est le problème du lancement de torpille? Un petit cours très rapide de lancement. Voilà, vous me regardez, je vous regarde. Je suis ou officier torpilleur sur un bateau, je vais lancer sur un bateau de surface, ou je suis un commandant de sous-marin au périscope qui a repéré mon but sur l'eau et qui va lancer sa torpille. La torpille, pour qu'elle arrive, il faut quand même lui donner une trajectoire. Il y a à résoudre ce que l'on appelle un triangle de lancement avec une formule mathématique que Dieu merci, j'ai oublié. Mais quel est le problème immédiat? Le problème immédiat, vous voyez le bateau, vous allez ou estimer sa distance, on va vous la donner. Généralement, on vous la donne. Et puis après ça, il faut que vous estimiez sa route et sa vitesse pour avoir ce que l'on appelle l'inclinaison. Ce sera un élément important, vital, je veux dire capital, pour déterminer le triangle de lancement. Donc vous allez dire, ce bateau-là, oui, il fait route à 10 nœuds et il fait route à telle vitesse. Donc j'affiche sur mon machin les correspondants, la torpille va partir. Si j'ai estimé trop incliné, pas assez incliné, plus rapide, moins rapide, la torpille n'ira pas au but. La vitesse, on l'estime de certaine manière avec la lame d'étrave. Si vous dessinez en moustache une lame d'étrave, déjà, vous allez être trompé. Mais alors surtout, le camouflage, et c'est là où c'est extrêmement important, le camouflage d'un bâtiment, sa raison principale, c'est de vous empêcher d'apprécier de façon correcte l'inclinaison. Et là, vous avez vu, il y a des vues là, qui sont évidentes. On voit très bien que les bateaux, ils n'ont plus d'étrave, ils n'ont plus d'avant. Et je dirais, alors là, si on fait venir des cubistes, on pourrait presque faire passer l'arrière d'un bateau par un avant. Voilà. C'est comme ça qu'en trompant le commandant ou l'officier torpilleur, le bâtiment va échapper à la torpille. Je pense que c'était un élément déterminant pour le développement du camouflage qu'on a fait en Seconde Guerre mondiale. Les croiseurs, moi la première partie, les croiseurs type Gloire étaient camouflés pour les mêmes raisons, pour que l'adversaire n'apprécie pas l'inclinaison. C'était ou bien pour la torpille, c'est valable aussi un peu pour le canon, un peu moins quand même, mais pour la torpille, c'est fondamental. Voilà, j'ai terminé.